Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage américain et hollywoodien de l'Australien George Miller après sa trilogie Mad Max et sa participation le temps d'un segment au film La Quatrième Dimension. Il débarque ici en solitaire avec la Warner pour Les Sorcières d'Eastwick, sorti en 1987 et adapté d'un roman du même nom, en VO de Witches of Eastwick, écrit par John Updike, que je n'ai pas lu, je préfère le préciser d'emblée. Et au casting, dans le rôle des trois héroïnes, nous retrouvons trois actrices de renom. Cher, qui oui, aussi était actrice, elle avait eu un Oscar pour un métrage avec Nicolas Cage que je n'ai pas vu. Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer, entourés du diabolique Jack Nicholson dans une interprétation qui lui va comme un gant. Citons aussi la présence de Veronica Cartwright, Richard Jenkins et même du géant Carel Strucken qu'on trouvera quelques années après dans la série Twin Peaks. Et il s'agit ici d'une comédie horrifico-fantastique, assez burlesque et déjantée, mais aussi très intelligente dans ses thématiques, on va vite y revenir, qui nous raconte l'histoire de trois jeunes femmes sans mari, puisque l'une est veuve, l'autre en instance de divorce, et la troisième abandonnée par le père de ses enfants. Bref, voilà, elles se retrouvent parfois pour disserter fantasmes et tout, s'imaginer l'homme idéal, et un beau jour débarque donc dans cette petite bourgade du Rhode Island, qui est très patriarcale et construite sur une certaine morale puritaine américaine, un homme mystérieux qui vient racheter une résidence qui a été, on va dire, l'une des bases de la chasse aux sorcières d'antan. Et donc, ce monsieur, nommé Dario Van Horn, s'installe et se met en tête de séduire ces trois jeunes femmes. Pourquoi? Je n'en dis pas plus. Et on va donc suivre leur progression, vont-elles tomber dans le panneau ou se révolter, etc., etc. Et pourquoi les sorcières d'Eastwick? Je n'en dis pas plus. Ce qui est certain ici, c'est que nous avons un film assez oublié quelque part, notamment dans la filmographie d'un George Miller, qui certes a eu une carrière très riche forcément autour, mais que j'ai vraiment apprécié et découvert sur le tard. Je vais le dire, j'ai beaucoup aimé ce film, malgré des petits défauts, mais en fait tout est assumé de A à Z. Que le côté comique, burlesque, même parfois pervers, vicieux, et quand même, hein, il y a des choses, notamment dans les dialogues, qui sont osés. Oui, c'est là, mais ça ne gâche pas pour autant le message passé derrière, qui est très très fort. Et je trouve même que c'est intelligent de choisir un décalage pour quelque part transgresser des codes, critiquer certaines choses, notamment cette Amérique-là, et justement retourner tout ceci à travers l'humour et quelques scènes assez folles, parce qu'une fois sorti du visionnage, tu te rappelleras beaucoup de scènes, etc., et ça te fera d'autant plus réfléchir, je pense. Alors, il n'est pas très estimé, ce film. Voilà, j'ai vu les notes, c'est quand même assez bas, 6 de moyenne à peu près sur Sens Critique, c'est pas top. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il faut accepter le surjeu, la surenchère de certaines choses, notamment de Jack Nicholson, mais on l'apprécie énormément dans ce registre, un peu comme Jim Carrey, qui est quelque part son successeur naturel. Voilà, il en fait des caisses, mais il a le charisme, et avec le personnage qu'il joue, de toute façon, ça rentre parfaitement dans le ton. Puisque, très diabolique, quoi. Mais je n'en dis pas plus, mais vous voyez l'idée. De toute façon, très vite dans le film, c'est assez clair et net. Voilà. Dès sa première apparition, d'ailleurs, dans une église où on l'entend ronfler telle une bête, au fond, on a bien compris, quoi. Bref, et donc, voilà, il y a ça, et toutes ces scènes où il est très cash, quoi. Ça parle sexe, c'est cru. Et justement, vous avez ces femmes qui, même avant de le rencontrer, parlaient entre elles à taille de pénis de leur homme idéal, quoi. Donc vous voyez, il y a ce côté libération, émancipation, qui va se faire non sans mal dans le film pour elles, d'une manière ou d'une autre. On sait qu'il va y avoir quand même une libération quelconque, par rapport à déjà, avant même qu'il débarque, un endroit très centré. Dès le début, alors voilà, les clichés sont à fond, les potards, voilà, sont pas dans la subtilité, mais justement, ça marche bien ici. On voit ce discours dans une école, le directeur là, qui fait toute la liste de l'Amérique et tout, basé sur la guerre, le puritanisme, la valeur familiale et tout. C'est très forcé quand même, c'est un discours très conservateur. Et c'est le même homme qui fait le discours qui a des vues sur l'une des trois femmes, qui s'appelle Jane, la rousse, qui est institutrice, jouée par Susan Sarandon, professeure de musique en fait, pour être précis.
et qui, voilà, on voit déjà la relation très compliquée, parce qu'il est très pervers, il la harcèle, hein, il lui met la main en fesses, il la rabaisse, c'est très violent, quoi. Donc là, oui, on nous installe quand même un domaine particulier où on voit qu'elles sont victimes d'une certaine toxicité autour de la société. Donc l'institutrice, professeure de musique d'un côté, vous avez la très libérée et à l'écart artiste brune, jouée par Cher, qui s'appelle Alex, et la très introvertie mère de 6 enfants, la pauvre, et quand même journaliste, elle n'est pas mère au foyer, hein, qui s'appelle Suki, la blonde, jouée par Michelle Pfeiffer. Donc 3 personnalités, 3 caractères différents, qui vont essayer donc de sortir de ce système engoncé, et on va voir donc paradoxalement l'arrivée de cet homme qui va permettre un déclic, alors que pourtant il est là pour encore plus les manipuler et les mettre à sa guise, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, voilà, ce côté, hop, quelqu'un qui vient encore plus diabolique mettre sa pagaille dans une fausse, on va dire, modestie puritaine, pardon, puritanique, pourquoi pas, hein, si on veut, qui est en fait très très critiquable aussi, qui est une sorte d'autre enfer déguisé en paradis, c'est un peu le message du film, et donc quand l'enfer vient dans ce faux paradis enfer, paf, ça explose, et on voit ce qui va se passer avec les 3 femmes, j'en dis pas plus. Donc, le côté déjanté est assumé, et on peut le dire, ça marche, vu le film, et voilà, et puis il y a des scènes un petit peu effets spéciaux pour l'époque qui sont très bien, notamment cette partie de tennis avec la balle qui ralentit, qui accélère, c'est des détails. Le grand final, j'en dis pas plus, qui est assez fort et brutal, mais jouissif d'une certaine façon. Voilà. Le côté sorcière, on le voit parce que, à un moment, oui, il y a de la sorcellerie, mais c'est même pas le point central du film. Je pense que le titre, et je pense que le roman parle de la même chose, c'est justement pour brouiller les pistes. Vous savez, les sorcières, qualifiées telles quelles, ça venait justement de cette société patriarcale qui voyait d'un mauvais œil, au Moyen-Âge notamment, l'émancipation de certaines femmes qui étaient en dehors de la société, qui n'étaient pas de mère, et voilà, qui faisaient des choses, qui étaient intelligentes, oh là là, qui n'étaient pas soumises. Donc c'est aussi le sous-texte ici, et quand on sait qu'une partie de l'Amérique conservatrice, notamment dans le Rhode Island peut-être, mais ailleurs aussi, à l'époque, s'est construite par rapport à cette, enfin, en parallèle avec une certaine chasse aux sorcières aussi, Salem, tout, hein, on va pas refaire l'histoire. Donc moi je trouve ça passionnant. Voilà, ce discours est assez frontal et assez osé, mais pas trop quand même, parce que les années 80, on a une belle émancipation qui se fait aussi, à ce niveau-là, la parole se libère, mais peut-être pas encore suffisamment. Donc 87 ici, rappel à l'ordre. Et George Miller, il aimait bien faire passer ce genre de message aussi quand même, hein. C'est un réalisateur assez progressiste et qui va au fond des choses. Peut-être qu'il n'a pas eu le contrôle total sur ce film. Faut pas, voilà, c'est la Warner, c'est hollywoodien et tout, mais on voit sa patte et son côté généreux, sans forcément non plus se retenir dans la mise en scène. Et puis, alors, je finirai là-dessus, je me demande si ce métrage, je ne sais pas, j'ai rien lu dessus, hein, n'a pas inspiré un certain Tim Burton, parce que je pense que c'est le genre de film qu'il a dû aimer. Il y a des choses où on voit qu'il a fait quelques emprunts. Bon, déjà, dès le début, on a la présentation de cette ville fictive, hein, de Eastwick, même si c'est dans un endroit qui existe, une région, un état qui existe, présentée de façon aérienne, mais en mode banlieue, tranquille, paisible, où on sent la fausse sérénité, que ça cache quelque chose, ça cache un vice derrière la morale et tout. Donc ça c'est très bien. Et puis alors, les acteurs, actrices du film, Jack Nicholson, qui à certains moments c'est le Joker avant l'heure, 2 ans avant, et même, on peut pousser un peu plus loin, Michelle Pfeiffer, en mode introverti par moments, c'est un peu Catwoman, hein, au début de Batman le défi, quoi. Donc je pense que Tim Burton a à minima regardé ce film, s'en est inspiré pour le casting peut-être, voilà, avoir tel ou tel acteur, actrice pour ses films d'après. Peut-être, à voir, à vérifier aussi, mais je ne serais pas étonné. Il y a des moments assez burtoniens avant l'heure, du coup, donc à suivre à ce niveau. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage assez peu, on va dire, cité dans la filmographie de George Miller, évidemment, mais bon, hein. Disons que c'est 3 plus 1, même 4 Mad Max, un petit peu phagocyté, on va dire, sa filmographie jusqu'ici, mais attention, hein. Voilà, il y a aussi d'autres que je n'ai pas vu encore, les Happy Feet, j'ai vu Babe 2. J'ai pas vu Lorenzo aussi, je crois, probablement le prochain que je verrai du monsieur. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Voilà, c'est important qu'on discute ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.